Martine Biron, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir. 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 Alors, ça tombe bien, Christian, mais il y a votre texte ce matin dans la presse qui résume un peu ce que vous nous dites ici depuis quelques semaines. Vous en avez marre qu'on s'en prenne à ceux qui ont envie d'un peu d'air et tout ça. Vous dites qu'il faut faire la différence entre les complotistes et des gens qui veulent vivre. Je vais vous faire entendre, ça va sûrement pas vous calmer, l'extrait où Dr Arruda dit « Nous, les restos, on aurait peut-être été d'accord qu'on les laisse ouverts dans certaines circonstances. » On écoute. Notamment les musées ou les restaurants, nous avions recommandé que ça pouvait potentiellement rester ouvert, compte tenu qu'on n'avait pas démontré que les gens respectaient les consignes, etc. Mais dans une question d'approche, je vous dirais, perceptuelle, de fermer les rassemblements à la maison, puis laisser des zones où il y a des rassemblements, le gouvernement a pris une autre décision. Donc, les restaurants, vous étiez en faveur de les garder ouverts? C'est-à-dire que dans les scénarios que nous avions faits, il y avait un scénario où les restaurants pouvaient rester ouverts. Christian, je vous donne la parole. Bien, ça me semble majeur parce que la fermeture des restaurants, bien, ça a été d'abord un drame économique pour ces établissements-là qui avaient fait des efforts considérables pour s'adapter. Et dans la mesure où on parlait de soupape pour que les gens continuent à observer les consignes, c'était pas négligeable. Or là, on apprend que c'est une décision gouvernementale. Par souci de cohérence, c'est que dans les hypothèses de la santé publique, comme dans d'autres pays aussi, il y avait la possibilité que les restaurants restent ouverts dans la mesure où c'était la bulle familiale. Il me semble que le gouvernement va être beaucoup sur la défensive là-dessus. On touche à quelque chose de très important. Oui, Alec, c'est une décision, puis M. Legault l'a dit à plusieurs reprises, à la fin de la journée, comme on dit, c'est moi qui décide. Mais là, les restaurateurs ne vont pas la trouver drôle. Là. Et les gens, et les clients, devrais-je dire aussi. Oui, ça dépend à quel moment de l'épidémie on parle. Au tout début de la deuxième vague, il y avait peut-être effectivement une possibilité de les garder ouverts un peu plus longtemps. Souvenez-vous, même Mylène Drouin a dit à un moment donné, oui, la directrice régionale de la santé publique de Montréal, alors peut-être qu'on pourrait revenir, les ouvrir. Puis elle s'est rendue compte très rapidement que les chiffres n'étaient pas là puis que c'était impossible. Tous les endroits qui avaient le restaurant ouvert dans le monde, ils sont fermés à peu près maintenant. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai Jason Kenney en Alberta, il vient de les fermer. Ils étaient ouverts. Donc, ça dépend à quel moment on parle de l'épidémie. Actuellement, avec les chiffres qu'on a, ils seraient fermés, les restaurants, de toute façon. Est-ce qu'ils auraient pu rester ouverts une semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus? Peut-être, mais le gouvernement voulait envoyer à ce moment-là un message que tous les rassemblements sociaux devaient être diminués. Alors, si vous n'avez pas le droit de recevoir un couple d'amis à la maison, mais vous pouvez aller manger au restaurant avec eux, à moins de 2 mètres, à la même table, on trouvait qu'il y avait une incohérence dans le message gouvernemental et donc on est allé plus loin que ce que la santé publique recommandait. C'est pas la première fois, les écoles primaires à Montréal, à la fin du mois de mai, la santé publique avait dit « Vous pouvez les ouvrir, c'est sécuritaire ». Le gouvernement a dit « Je ne vais pas là, pas d'acceptabilité sociale, les classes ne sont pas prêtes, ça va être trop compliqué, on repousse ça à l'automne ». Il est arrivé des fois où le gouvernement n'était pas en accord avec la santé publique, généralement pour faire plus que ce que la santé publique recommandait. Oui, mais Martine, il y a des gens qui vont dire « On comprend qu'ils en ont fait plus, puis très bien, mais… » avec quel argumentaire, avec quelle base scientifique on veut en faire plus? Par souci de cohérence, plaide Alec, là. Oui, bien, c'est sûr que le gouvernement, le premier ministre, va devoir faire beaucoup de pédagogie demain là, pour expliquer un peu le raisonnement qui est derrière les décisions que le gouvernement a prises. Mais c'est pas blanc et noir et c'est compliqué. Et il faut comprendre aussi que le niveau, les restaurateurs et les gens qui sont fermés présentement sont sous énorme pression. Ça fait 2 fois là, qu'on les ferme et là, ils voient Noël passer. C'est une période qui est assez difficile pour eux. Je dirais qu'après le témoignage de M. Arruda sur Twitter, là, ça s'est enflammé directement. Et c'est normal parce que la pression, elle est forte. Alors là, c'est au gouvernement à expliquer pourquoi il a pris cette décision-là. Et peut-être qu'on va avoir plus d'éléments de réponse, mais c'est sûr que pour les entrepreneurs, c'est très difficile, surtout qu'on parle de confiner davantage. Oui, bien, on parle de confiner davantage. Justement, je vais vous faire entendre M. Legault. Alors, la question lui a été reposée aujourd'hui. Pensez-vous vraiment reconfiner comme au printemps? Voici sa réponse. La réponse est entre les mains des Québécois. Si on continue d'avoir une minorité de personnes qui ne respectent pas les mesures, qui ne respectent pas le 2 mètres, qui ne portent pas toujours le masque dans les centres d'achat, bien, on n'aura pas le choix que de regarder des scénarios, par exemple, fermer les commerces non essentiels pendant la période de Noël. Alors, ça dépend des Québécois, dit-il, Christian.
Oui, écoutez, on sent, bon, c'est pas scientifique, qu'il y a une très grande possibilité qu'on ferme 2 semaines à Noël et ça peut se défendre parce que c'est vrai que l'activité économique est très au ralenti durant cette période-là. Encore qu'il y a certains médecins qui nous disent que 2 semaines, c'est pas assez, il faudrait refermer 1 mois. Peut-être que le gouvernement hésite à l'annoncer maintenant de peur de se faire demander pourquoi vous ne fermez pas tout de suite tant qu'à fermer. Donc, on dit vrai que les gens observent les consignes. C'est vrai, il faut que les gens observent les consignes. Ils les observent quand même pas mal. Mais moi, je ne suis pas devin, mais j'ai l'impression que ça va fermer 2 semaines à Noël. En tout cas, tous les indicatifs, en fait, vont vers ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Alec et Martine. Oui, Alec, on a plutôt... Moi, j'ai plutôt l'impression inverse que M. Legault voudrait éviter d'ajouter une autre couche, là. Oui, pour un peu continuer notre discussion sur les restaurateurs, c'est la même chose pour ceux qui ont des petits commerces puis qui veulent les garder ouverts puis qui espèrent d'avoir un peu d'achalandage dans les fameuses semaines de Boxing Day là, qui vont arriver. En même temps, en épidémiologie, là, c'est assez simple. Si on ne change pas les consignes, on ne peut pas avoir d'amélioration de la situation sanitaire. Donc, espérer que les chiffres actuels baissent un peu par magie en ne changeant rien, c'est un peu, effectivement, de la pensée magique. Il faudra qu'il se passe quelque chose si on veut faire baisser les chiffres actuels. Est-ce que ce sera suffisant de fermer les écoles? Peut-être. Ça va effectivement diminuer la pression. Le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises manufacturières, entre autres, qui soient fermées dans le temps des fêtes, ça va aider aussi. Est-ce que ce sera trop tard? Est-ce qu'on est capable de se rendre jusque-là? C'est un peu ça que le gouvernement est en train de supposer, là. Est-ce que cette période d'accalmie-là, oui, elle va nous aider suffisamment? On ne le sait pas. Puis est-ce qu'on est capable de faire encore 2 semaines avant d'arriver à cette période d'accalmie-là? Ou s'il faudra peut-être avant commencer à restreindre davantage, par exemple, l'accès à certains commerces? Oui, Martine. Bien, M. Legault choisit ses mots. Là. La semaine dernière, il a été obligé de remettre la pâte à dents dans le tube. Alors, il va éviter de se retrouver dans la même situation et il va garder ses portes ouvertes. Il y a eu un caucus des députés hier soir et les échos que j'en ai, c'est que c'était très partagé. Il y en a qui pensaient qu'on devait confiner pendant toute la période des fêtes et d'autres non. L'impression qu'on a effectivement, c'est que M. Legault aimerait donner un peu d'air et d'ailleurs, il envoie différents signaux. C'est-à-dire que les écoles vont être fermées, donc on peut comprendre que les enfants seront dans leur famille relativement confinés. Et aujourd'hui, il est allé un petit peu plus loin dans sa demande aux entrepreneurs. Il leur a dit, il y a 2 jours, il avait dit, j'aimerais ça que vous mettiez vos employés en télétravail. Mais aujourd'hui, il a dit, j'aimerais ça si vous pouviez fermer durant la période des fêtes. Volontaire. Alors, il avance un peu et il essaie de confiner partiellement. Mais c'est certain que si les gens vont tous dans les centres commerciaux pour passer la période des fêtes, on ne sera pas plus avancé. Mais idéalement, si les gens respectent les consignes, peut-être que les commerces pourraient rester ouverts. Et ce serait plus simple aussi. Là. Bon. Mais encore une fois, des décisions qui doivent être basées sur des recommandations de la santé publique, puis pas l'intuition des députés du caucus, là, Martine. Parce que, Christian, il y avait une phrase qui m'a fait rire dans votre papier ce matin. Vous disiez, il y a beaucoup de gens qui deviennent des experts, là, et je nous mets là-dedans, là, tous les analystes, les journalistes. Là, à un moment donné, on voit un tweet, puis la personne dit « Ah non, la question, c'est pas entre ça et ça, c'est sûr que ça va être ça. » Les certitudes, il n'y a pas grand monde qui en ont, là. Je fais un compliment, là, Christian. Oui. Oui, on vient tourner. Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a tellement de données, en fait. À un moment donné, on dit, ah, ben c'est ça. Là, on a compris quelque chose, puis 2 semaines après, il y a une donnée qui contredit ça. Aussi, il y a tous les pays. Hein? Il y a des pays où ça allait bien à un moment donné, puis là, ça va plus bien maintenant, et le contraire. Donc, c'est clair qu'on n'est pas juste dans la science. Il faut qu'il y ait une base scientifique. Il y a aussi un point politique. M. Arruda a fait ressortir, en fait, l'interaction entre ces deux éléments-là. Donc, c'est clair qu'on n'est pas dans le noir et blanc, le Jean Convy. Il y a un calendrier de vaccination. Ça, c'est quand même, il faut le souligner aujourd'hui. Là, on le voit... d'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir avoir vacciné tous ceux qui le voudraient, 100 % de la population. C'est pas les doses en haut, c'est 125 000 personnes au mois de décembre, 3 millions de janvier à mars, 15 à 20 millions avril à juin et 38 millions de juillet à septembre. Monsieur de Pfizer nous disait qu'on est le 2e. Christian vous dit on est loin dans la liste. On est le 2e. On a approuvé avant les Américains le fameux vaccin Pfizer. Écoutez,
Je tiens à dire, Patrice, parce que j'ai reçu des courriels très méchants en disant, M. Trudeau, vous souhaitez quasiment que les vaccins n'arrivent pas. Moi, je ne demande pas mieux que de me tromper, de m'être trompé totalement, parce que je les veux, les vaccins, au plus tôt. Puis tant mieux si les pressions ont fait que notre gouvernement fédéral est plus efficace que prévu, je tiens à le dire. Très bien. Donc, soulignons-le, tour de table là-dessus. Alec, le vaccin approuvé aujourd'hui par le Canada, c'est quand même un jalon important. Oui, je pense qu'on était content aussi du côté de Santé Canada d'être 24 heures avant la FDA aux États-Unis, là, de pouvoir dire, écoutez, nous aussi, on avait le même processus accéléré déjà en place. On a étudié les mêmes données, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Puis on est arrivé à 24 heures plus tôt à la même conclusion. C'est une question, honnêtement, de quelques heures, là. La plupart des pays vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. Mais c'est clair que symboliquement, pour un gouvernement comme Justin Trudeau, qui est sur la sellette depuis 2 semaines par les partis d'opposition, on n'aura pas de dose, vous n'êtes pas prêts, c'est long. Bien là, soudainement, dans la même semaine, on approuve le vaccin. On a les doses parmi les premiers pays au monde à commencer à vacciner, alors qu'on ne produit même pas ce vaccin-là. Alors certainement que du côté politique, là, on finit la session à Ottawa, sur ce plan-là, du moins, là, du vaccin, en position bien meilleure que ce qu'on avait prévu il y a maintenant à peine, 2-3 semaines. Là. Et je ne sais pas si vous avez pu entendre le monsieur de Pfizer plus tôt à l'émission, mais ils suivent de ça à la trace. Ils suivent ça à la trace, Martine, pour que dans les CHSLD, dans les lieux, la chaîne de froid ne soit jamais interrompue. Eux ne veulent pas que des mauvaises doses soient données aux gens, là. Oui, bien, M. Legault, aujourd'hui, a envoyé quand même un signal que ça s'organisait assez bien. Il était assez optimiste. Hein? Il a dit j'aimerais ça pouvoir avoir vacciné là, plus rapidement. C'est-à-dire qu'on parle d'1,5 million de doses là, d'ici la fin mars. Mais il semblait dire on va peut-être être capable de les avoir avant, si bien que les personnes qui vivent en CHSLD, les travailleurs de la santé et les personnes qui vivent dans des résidences pour personnes âgées pourraient être vaccinées quand même assez rapidement au début de 2021. Et là, ça va donner un peu plus d'air. Et là, il a commencé à parler de plan de déconfinement. Alors, on sentait un certain optimisme dans les rangs du gouvernement aujourd'hui. On a parlé hier, Martine, M. Fitzgibbon, je vous laisse entendre l'opposition là-dessus. On revient en conclusion avec ce sujet. L'enjeu, c'est celui d'avoir en place des règles qui n'ont pas été respectées et en plus de voir l'individu en question affirmer que si c'était à refaire, il le referait. Il n'a pas les mains libres, il n'a pas les coups des franches pour occuper son poste. C'est pour ça qu'on le demande. On demande au premier ministre de le suspendre le temps qu'il règle ses affaires. C'est honteux. Et avis aux observateurs attentifs de la Coalition Avenir Québec, il y a la pandémie, mais il y a aussi l'éthique. Et je l'invite, pendant le temps des fêtes, à aller prendre une marche dans la neige et à réfléchir à son avenir politique. Et l'opposition, évidemment, fait ressortir le tweet de M. Legault en 2014, quand il disait « Le refus de M. Péladeau de se soumettre à la décision du commissaire à l'éthique est un test de leadership pour Mme Marois. » Évidemment, Martine, ça peut faire mal aujourd'hui. Est-ce que cette histoire-là, dans l'esprit du gouvernement, est terminée, Martine, ou on craint que ça fasse des petits, là, que la boule de neige grossisse? Bien, c'est une bonne... La question, elle est très bonne, parce que M. Legault n'était pas à la période de questions aujourd'hui. Alors, c'est le leader parlementaire de remplacement qui a pris tous les coups. Mais M. Legault a été questionné après. Il y avait un point de presse plus tard. Et il a dit... ce qui se passe à la période de questions, c'est une chose, mais ce que les gens pensent, c'est d'autres choses. Alors, clairement, il fait le pari que ça ne percolera pas dans la population, mais il en demeure pas moins que c'est une tache sur son cheval blanc. M. Legault a toujours été féru d'éthique et il y a toujours eu des gens dans son caucus qui étaient sa caution éthique. Il y a eu notamment l'ancien policier Jacques Duchesneau. Sonia Lebel a été sa caution éthique dans ce cas-ci. Et là, écoutez, il n'a pas respecté les règles et il n'y en a peut-être même pas terminé parce que la commissaire à l'éthique conclut que si M. Fitzgibbon ne règle pas ses affaires prochainement, elle va revenir à la charge et aller plus loin. S'il ne vend pas ses actions dans l'entreprise dont il ne veut pas révéler le nom. Oui, les actions privées. Donc, dit-il, c'est plus difficile à vendre. Christian, qu'en pensez-vous de cette histoire?
Je pense que ça met en cause beaucoup la crédibilité, en fait, de la commissaire à l'éthique. Ça a commencé avec l'affaire Pierre Paradis. C'est déjà ancien, le libéral Pierre Paradis. À l'époque, le gouvernement n'avait pas tenu compte de la recommandation de la commissaire. Il y a un problème quand même réel là, auquel M. Péladeau avait été confronté. Là, quand quelqu'un a une entreprise importante qui est privée, puis il faut qu'il avance. C'est pas facile de vendre ces entreprises-là. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le ton cavalier, en fait, avec lequel M. Fitzgibbon a traité, en fait, la commissaire à l'éthique, les recommandations de la commissaire à l'éthique. Il me semble que c'est un non-élu, en fait, qui est mandaté par l'Assemblée nationale. C'est difficile de s'imposer face à des élus majeurs comme M. Fitzgibbon. Moi, je ne suis pas sûr du tout que ça va laisser des traces sur le plan politique, mais quelle est la crédibilité réelle de cette commissaire? OK. Alec, conclusion. Bon, d'abord, ça paraît très mal pour Pierre Fitzgibbon. Là. 2 fois en un mois, ça paraît pas très bien. Et effectivement, du côté du ton de Pierre Fitzgibbon, c'était probablement pas approprié de la manière dont il s'adresse à la commissaire à l'éthique, en privé et en public. Il y a là une espèce de manque de déférence qui est un peu troublant. En même temps, c'est vrai qu'on pourrait ajuster le code d'éthique pour cette question-là. On peut mettre en fiducie sans droit de regard des actions publiques d'une entreprise, mais des parts privées d'une entreprise, on ne peut pas. Il faut absolument les vendre. Ça. Et ça, c'est un peu particulier. Il y a des gens qui sont en affaires qui se disent, des petites entreprises, je ne peux pas vendre mes parts comme ça. Mon entreprise va être en difficulté. À voir la prochaine fois. Oui, c'est ça, c'est complexe. Je vais traverser dans l'émission de Gérald, ça continue. Merci. Au revoir. Merci, bonne À bientôt. Salut. Au revoir. Merci.